il y a des problèmes qui sont un peu difficiles à résoudre avec les modèles qu'on a déjà pris jusqu'à maintenant. Alors, on a besoin de définir de nouveaux modèles qui serviront pour résoudre ce type d'exercice. Prenons par exemple la situation suivante. Un archer se tient sur une surface de glace sans friction et tire une flèche. On sait que pour tirer la flèche, il doit exercer sur la flèche une force vers l'avant. D'après la troisième loi de Newton, une force sera exercée par la flèche sur la main de l'archer. Cette force est de direction opposée et de même module. OK? Alors, l'archer, ayant subi cette force, et ici on n'a pas de flottement sur cette surface, alors il doit reculer avec une certaine vitesse. S'il nous demande de déterminer la vitesse de l'archer après avoir tiré la flèche. Les modèles qu'on a vus dans la cinématique, que ce soit le modèle d'une particule qui se déplace à une accélération constante ou bien à une vitesse constante, ne peuvent pas être utilisés dans ce cas. On n'a aucune information sur l'accélération de l'archer. Aussi, le modèle d'une particule sous une force constante ne peut être utilisé puisqu'on ne sait rien sur les forces appliquées dans le mouvement. Et les modèles énergétiques aussi ne peuvent pas être utilisés puisque je ne sais rien sur l'énergie élastique de l'arc et d'autres informations sur l'état énergétique de la flèche. Alors, dans ce cas, on doit avoir recours aux lois qui comportent la conservation de la quantité de mouvement. Mais avant d'étudier ces lois, définissons ensemble c'est quoi la quantité de mouvement. Je vais considérer un système isolé qui comporte deux masses. La première est de masse M1 et la deuxième de masse M2 qui se déplacent à des vitesses V1 et V2. M1 a une vitesse dans cette direction et M2 a une vitesse dans cette direction. Puisque le système est isolé, la seule force agissant sur une masse est la force qu'exerce la deuxième masse sur elle. D'après la troisième loi de Newton, F exercé par la particule 2 sur la particule 1 doit être égal à la force F exercée par la particule 1 sur la particule 2, bien sûr en module. OK, si on prend les grandeurs vectorielles, F1,2 est égal à moins F2,1. Alors, prenons cette équation et développons un peu cette équation. On peut dire que F1,2 plus F2,1 est égal à 0. On applique la deuxième loi de Newton. On sait que F est F1,2, c'est la force exercée sur 1 par la particule 2. Elle est égale à M1 à 1 plus M2 à 2 et est égale à 0. Alors, j'ai remplacé F par M1 tout simplement. L'accélération, c'est dv sur dt. Alors, M1 dv1 sur dt plus M2 dv2 sur dt est égal à 0. Maintenant, puisque la masse est constante, on a vu que dans la mécanique, dans ce cours de mécanique, on va considérer la masse comme étant constante puisqu'on travaille à des vitesses faibles. Alors, je peux faire entrer M à l'intérieur ici de la dérivée. Alors, dm1v1 sur dt plus dm2v2 sur dt est égal à 0. Et finalement, je peux dire que d sur dt de m1v1 plus m2v2 est égal à 0. Cette grandeur, mv, je vais l'appeler la quantité de mouvement. Alors, la quantité de mouvement d'une particule de masse m qui est en mouvement selon un vecteur vitesse v est défini comme étant p égale à mv. P est une grandeur vectorielle. Elle a une direction
elle a la même direction que le vecteur vitesse. Les dimensions de mouvement de la quantité de mouvement sont M, L sur T. Alors, dans le système international, son unité est kilogramme-mètre par seconde. La quantité de mouvement, comme elle est un vecteur, elle peut être exprimée en fonction de ses composantes. Alors, P égale à mv, vous pouvez la diviser suivant Px, Py et Pz. On est Px égale mvx, هيدا هون Px تحت Vy ou Vz. Ok, maintenant, si on compare cette quantité à l'énergie cinétique, ok, on voit que tous les deux impliquent une masse et une vitesse. Mais il y a une grande différence entre les deux. Tout d'abord, l'énergie cinétique est une quantité scalaire. On sait que l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv2. L'énergie cinétique est une quantité scalaire. Vous avez une quantité vectorielle. L'énergie cinétique peut être transformée en une autre forme d'énergie. Acquise, là, c'est une énergie. La quantité de mouvement, c'est une grandeur vectorielle. Ok, il n'y a pas de transformation. Ok. Et maintenant, le modèle qu'on va développer pour la quantité de mouvement, alors, il est différent du modèle utilisé pour l'énergie cinétique, malgré que tous les deux comportent la masse et la vitesse, mais ici on parle du module de la vitesse, ici on parle du vecteur vitesse. Maintenant, on peut utiliser la deuxième loi de Newton pour trouver une relation entre la quantité de mouvement d'une particule et la force résultante agissante sur la particule. On sait que la somme des forces, elle est égale à M1. Alors, mdv sur dt. Comme on a dit, on suppose que la masse est constante, alors vous pouvez faire entrer M ici, et la somme des forces extérieures appliquées sur une particule, elle est égale à dp sur dt, bien sûr, la variation de la quantité de mouvement de cette particule. Alors, le taux de changement temporel de la quantité de mouvement est égal à la force résultante agissant sur elle. C'est la forme sur laquelle Newton a présenté la deuxième loi, en effet. C'est une forme plus générale que celle qu'on a utilisée précédemment. Ce formulaire permet également des changements de masse. Si vous avez on va voir dans les exemples de propulsion que parfois M du système peut changer. Alors, c'est une formule générale qu'on peut utiliser dans le cas où vous avez aussi un changement de masse. C'est une forme plus générale que F égale à M1 qu'on peut utiliser dans le cas des masses variables. Alors, il est très important de savoir définir la quantité de mouvement. Elle est égale à m fois v, c'est une grandeur vectorielle, et à savoir cette forme de la deuxième loi de Newton, qui est la forme la plus générale. OK? Passons